Depuis des siècles, les récits sur des créatures ont fasciné le monde. Ils ont captivé l'imagination humaine. Mais que se passe-t-il lorsque ces légendes se révèlent être réelles ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de 5 cryptides, autrefois considérés comme des mythes, mais que la science a fini par découvrir. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers l'histoire, les mythes et la réalité. Connaissez-vous le Quelacanthe ? Alors pardonnez-moi, j'ai fait une bêtise tout le long de cet extrait de vidéo là, et je dis Quelacanthe parce que je lis le texte bêtement, alors qu'en fait ça se prononce un Sélacanthe. Donc voilà, pardonnez-moi, je vais pas le changer à chaque fois, ou alors on va peut-être essayer de trouver un petit subterfuge, mais voilà. Ça se prononce bien Sélacanthe. C'est un poisson appartenant à un groupe de vertébrés connu sous le nom de sarcoptérygiens, qui inclut également les ancêtres des amphibiens, reptiles-oiseaux et mammifères. On pensait que ce poisson avait disparu il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, à la même période que les dinosaures. Les fossiles trouvés étaient vieux de plus de 400 millions d'années, faisant du Sélacanthe une espèce emblématique des temps préhistoriques. Pendant des décennies, l'idée que le Sélacanthe puisse encore exister était considérée comme improbable. Les scientifiques étaient convaincus que l'extinction avait été totale. Ce poisson était donc un cryptide par définition, car les rumeurs de son existence persistaient parmi les pêcheurs locaux des côtes africaines, mais sans preuve tangible, un peu comme la plupart de tous les cryptides. Sauf que... Le 22 décembre 1938, Marjorie Courtenay-Latimer, une conservatrice de musée en Afrique du Sud, fit une découverte extraordinaire. En visitant un port de pêche pour vérifier les prises du jour, elle remarqua un poisson aux caractéristiques étranges, recouvert d'écailles bleuâtres et ayant des nageoires peu communes. Incapable de l'identifier, elle contacta le professeur J.L.B. Smith, un ichthyologiste renommé, qui confirma qu'il s'agissait d'un Sélacanthe, une espèce que l'on croyait éteinte depuis des millions d'années. Ce spécimen mesurait environ 1,50 m et pesait plus de 60 kg. Sa découverte provoqua une onde de choc dans le monde scientifique, remettant en question notre compréhension des extinctions et de la survie des espèces. Mais pourquoi on n'y croyait pas ? L'extinction du Sélacanthe semblait évidente étant donné qu'aucun fossile récent n'avait été découvert et que la plupart des espèces de cette époque avaient disparu avec les dinosaures. La perspective qu'un animal aussi ancien ait survécu intact pendant des millions d'années défiait les lois de l'évolution telles qu'elles étaient comprises à l'époque. Pourtant, aujourd'hui, 2 espèces de Sélacanthe sont connues, Latimeria calumnae dans l'océan Indien occidental et Latimeria menadoensis en Indonésie. La découverte a non seulement enrichi notre compréhension de l'évolution, mais elle a également ouvert la voie à des recherches approfondies sur d'autres fossiles vivants. Les Sélacanthes possèdent des caractéristiques uniques, comme un cerveau qui n'occupe qu'une petite partie de la cavité crânienne et des nageoires lobées qui rappellent les membres des tétrapodes, nos ancêtres. Et petit fun fact, le Sélacanthe a longtemps été associé à des légendes locales. Les pêcheurs de l'archipel des Comores, par exemple, utilisaient les Sélacanthes comme des appâts pour attraper des requins, sans se rendre compte de l'importance de ce poisson pour la science moderne. Ce n'est que bien après sa découverte que sa valeur scientifique a été pleinement reconnue. L'okapi est un mammifère endémique des forêts tropicales de la République démocratique du Congo. Son existence était connue des pygmées qui vivaient dans ces forêts depuis des millénaires, mais il restait un mystère pour le reste du monde.
Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les Européens ont entendu parler de cet animal étrange. L'okapi est l'un des seuls membres de la famille des Giraffidés, l'autre étant la girafe. Le mythe nous vient des premiers récits européens qui décrivaient l'okapi comme une créature fantastique. Mélange entre une girafe et un zèbre, en raison de ses longues pattes et de ses rayures caractéristiques sur les jambes. Les descriptions variaient tellement que certains pensaient qu'il s'agissait d'une licorne africaine. Le scepticisme des scientifiques européens était renforcé par le manque de preuves tangibles. Mais du coup, en 1901, Sir Harry Johnston, un administrateur colonial britannique, déterminé à découvrir la vérité sur cette créature, se rendit au Congo. Avec l'aide des pygmées, il a réussi à obtenir de la peau et un crâne d'okapi, qu'il envoya directement à Londres pour analyse. Le zoologiste Philip Sclater identifia officiellement l'espèce et la nomma Okapia johnstoni, en l'honneur de Johnston. Cette découverte fut accueillie avec un grand intérêt, car elle prouvait qu'il restait encore des animaux inconnus à découvrir, même dans les régions déjà explorées. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'y croyait pas ? Les explorateurs européens avaient déjà cartographié une grande partie de l'Afrique et la découverte d'un grand mammifère encore inconnu semblait improbable. De plus, l'habitat dense et inaccessible de l'okapi dans les forêts pluviales a contribué à ce qu'il reste caché aux yeux des scientifiques. L'okapi est maintenant considéré comme un symbole de la biodiversité unique des forêts tropicales africaines. Il est également un exemple classique de camouflage évolutif avec ses rayures agissant comme un mécanisme de dissimulation parmi les arbres denses. La découverte de l'okapi a souligné l'importance de la préservation de ces habitats, aujourd'hui menacés par l'exploitation forestière et les activités humaines. Et pour ce qui est de l'anecdote, en 1918, le zoologiste Sir Harry Johnston, qui avait joué un rôle crucial dans la découverte scientifique de l'okapi, a dit que lorsqu'il explorait la forêt équatoriale du Congo, pour en savoir plus sur cet animal mystérieux, Johnston rencontra une tribu pygmée qui lui raconta une histoire fascinante. Les pygmées croyaient que les okapis étaient en réalité des animaux fantômes. Et selon eux, l'okapi était si secret et si furtif qu'il pouvait littéralement disparaître sous les yeux des chasseurs. Ils affirmaient que si un chasseur voyait un okapi, il ne devait surtout pas en parler à quiconque, sous peine de provoquer la colère des esprits de la forêt. Pour renforcer cette légende, ils racontaient que l'okapi avait le pouvoir de se fondre dans la forêt en changeant de couleur, un peu comme un caméléon. Bien sûr, cette capacité caméléonique était une exagération des pygmées pour expliquer la difficulté extrême à repérer cet animal dans son habitat dense. Toutefois, cette croyance montre à quel point l'okapi était respecté et considéré comme une créature presque surnaturelle dans la culture locale. Johnston, en bon scientifique, n'a jamais cru à la partie surnaturelle de cette histoire. Mais il a toujours été fasciné par la manière dont les okapis pouvaient se déplacer silencieusement et passer inaperçus dans une forêt aussi dense. Cette anecdote illustre non seulement la mystique entourant l'okapi avant sa découverte scientifique, mais aussi l'importance de cet animal dans les croyances locales. Les légendes des marins sur des créatures gigantesques, capables d'entourer et de faire couler des navires, remontent à l'Antiquité. Les Norvégiens les appelaient kraken, des monstres marins décrits comme ayant des tentacules énormes. Bien que les récits aient souvent été exagérés, ils étaient basés sur des rencontres réelles avec des créatures mystérieuses, ce qui entretenait le mythe. Au fil des siècles, de nombreux marins rapportaient des histoires de tentacules émergeant des profondeurs, d'énormes yeux scrutant les flots et de gigantesques créatures traînant les bateaux dans l'abîme. Le calmar géant était pour beaucoup une invention de l'esprit, renforcée par l'absence de preuves concrètes. Et les scientifiques du 19e siècle considéraient les récits de kraken comme de simples contes marins. La première preuve scientifique tangible du calmar géant vint en 1873, lorsque deux pêcheurs de Terre-Neuve, au Canada,
attrapèrent une partie d'un énorme calmar dans leur filet. Le spécimen mesurait environ 10 mètres, mais il ne représentait qu'une partie de la créature, le reste ayant été dévoré sûrement par des prédateurs. Des découvertes similaires ont été faites dans les années suivantes, renforçant l'idée que de telles créatures existaient vraiment. Cependant, le mystère restait entier jusqu'en 2004. Lorsque des chercheurs japonais réussirent à filmer un calmar géant vivant dans son habitat naturel à une profondeur de près de 900 mètres. C'était la première fois que le monde découvrait un calmar géant dans son milieu naturel. Mais malheureusement, le calmar n'échappe pas à la règle et personne n'y croyait vraiment. Les descriptions de ces créatures semblaient trop fantastiques pour être réelles. Notamment les récits de calamars mesurant plus de 20 mètres de long. De plus, le calmar géant vit à de grandes profondeurs, rendant les rencontres extrêmement rares. Les fragments de tentacules échoués sur les plages ne suffisaient pas à convaincre les sceptiques. Mais aujourd'hui, le calmar géant est reconnu comme l'un des plus grands invertébrés du monde. Il a des yeux de la taille d'une assiette, des tentacules qui peuvent atteindre plusieurs mètres de long et une anatomie qui défie les lois de la physique marine. La découverte a également alimenté la fascination pour les profondeurs océaniques, où d'autres créatures mystérieuses pourraient encore attendre d'être découvertes. Et si je dois vous donner une anecdote, autre que l'histoire de Jules Verne, qui nous parle du calmar dans son roman 20 milieux sous les mers, publié en 1870, en revanche, en 1861, le navire français Alecton, une corvette de la marine impériale française, croisait les eaux de l'Atlantique Nord près des îles Canaries. Ce navire mesurant environ 50 mètres de long est équipé de 12 canons. Il était en mission de routine lorsqu'il fit une rencontre qui allait entrer dans l'histoire. L'équipage de l'Alecton aperçut ce qui semblait être une énorme masse flottant à la surface de l'océan, un calmar géant. Une créature que beaucoup de marins avaient entendu décrire dans les récits fantastiques, mais que peu avaient réellement vu. Le calmar était estimé à plus de 7 mètres de long, se débattant à la surface de l'eau et en agitant ses tentacules vigoureusement. Les marins, dirigés par le capitaine Frédéric Bouillet, décidèrent de capturer la créature pour l'étudier. Ils utilisèrent des harpons et des cordes pour tenter de hisser le calmar à bord. Mais la créature résistait avec une force impressionnante. Après une lutte acharnée, ils parvinrent à ramener à bord une partie de la créature, une masse informe d'environ 3 mètres de long. Le reste du corps du calmar se désintégra sous l'effort et disparut dans les profondeurs. Et malgré la perte de la majorité de cet animal, cette capture partielle fut un événement majeur. Les restes du calmar furent transportés en France et présentés à l'Académie des sciences de Paris. Ce fut la première preuve matérielle confirmant l'existence des calamars géants, une créature qui jusque-là n'était que légende pour la plupart des scientifiques. Le navire Alecton et son équipage entrèrent ainsi dans l'histoire de la cryptozoologie et de la biologie marine, leur découverte contribuant de manière significative à notre compréhension des mystères des océans. Je me suis fait un petit café là avant de tourner la vidéo, j'en profite là pour le boire avant qu'il soit trop froid. Et je voulais aussi vous dire déjà un grand merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. C'est vraiment génial de voir ce dévouement et autant de monde qui aime mon contenu, ça me fait vraiment plaisir. Il faut quand même que vous sachiez que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder la chaîne sans y être abonné. Malheureusement, si vous regardez la chaîne sans vous y abonner, ce qui prend juste littéralement quelques secondes et c'est gratuit, ça aide pas la chaîne à évoluer. Et du coup, il y a peut-être une chance qu'un jour, finalement, je sois obligé d'arrêter parce que ça me rapporte pas assez d'argent pour en vivre. Donc j'ai besoin de votre aide pour faire survivre la chaîne et il existe même une option pour les personnes qui ont vraiment les moyens. Pour 5 € par mois, vous pouvez soutenir la chaîne. Ça me permettrait de gagner un petit peu plus d'argent, de continuer à payer les logiciels et améliorer le contenu. Et une fois que nous serons assez nombreux, je pourrais me permettre pour ces personnes-là d'avoir la vidéo 1 ou 2 jours avant. Les îles de Komodo, en Indonésie, ont toujours été le foyer des récits de lézards géants. Les populations locales respectaient ces créatures et leur attribuaient des pouvoirs mystiques. Les premiers colons néerlandais, en entendant ces récits, y voyaient des exagérations ou des mythes sans fondement. Les récits sur des lézards gigantesques, capables de tuer un buffle,
ou même un homme, étaient si incroyables que beaucoup les rejetèrent. Les explorateurs européens confrontés à ces histoires pensaient qu'il s'agissait d'une version amplifiée de lézards de taille plus modeste. La mention de dragon évoquait des créatures beaucoup plus mystiques, ce qui contribua au scepticisme. En 1910, lieutenant Van Steen van Hansbroek, un officier de police néerlandais, entendit parler de ces lézards et décida de les traquer. Après avoir tué un spécimen de près de 3 mètres, quand même, il envoya sa peau et quelques photos au zoologiste Peter Oewens, directeur du musée zoologique de Bogor à Java. Oewens, intrigué, se rendit sur place pour étudier les animaux de plus près et en 1912 décrivit scientifiquement le Varanus komodoensis, le dragon de Komodo. Les expéditions qui suivirent confirmèrent que ces lézards géants pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres de long et pesaient plus de 70 kg. Mais surtout qu'ils étaient bien réels. Ils étaient les plus grands lézards vivant sur Terre. Mais alors, pourquoi on n'y croyait pas? Le terme dragon était trop associé à des créatures mythologiques pour que les scientifiques prennent ces récits au sérieux. De plus, l'isolement géographique des îles de Komodo rendait l'exploration difficile et les rares descriptions des lézards semblaient exagérées. Le dragon de Komodo est aujourd'hui une espèce emblématique tant pour la biodiversité de l'Indonésie que pour la cryptozoologie. Il a suscité un grand intérêt pour l'étude des reptiles géants, ainsi que pour le mécanisme évolutif qui ont permis à ces créatures de prospérer dans un environnement isolé. Le dragon de Komodo est également l'un des rares reptiles aussi grands que des cerfs ou des buffles d'eau. Petit fun fact, ou pas d'ailleurs, car c'est vraiment pas fun cette fois. Le venin du dragon de Komodo, découvert bien après son identification, contient des toxines qui abaissent la pression sanguine, provoquant un choc chez la victime. Ceci, combiné aux bactéries présentes dans sa salive, fait de sa morsure un véritable cocktail mortel. Cette caractéristique a donné au dragon de Komodo une réputation encore plus redoutable, alimentant les légendes locales. Et là, on va passer au 5e cryptide, et autant vous aviez forcément entendu parler de ces 4 premiers, mais celui-là, c'est moins sûr. Pourtant, il existe vraiment. Les montagnes Annamites, qui s'étendent entre le Vietnam et le Laos, sont une région de biodiversité exceptionnelle, mais aussi d'un isolement extrême. Les habitants de ces montagnes avaient depuis longtemps connaissance d'une créature mystérieuse, un bovidé avec des cornes droites et rapprochées que certains comparaient à une licorne, en raison de ses cornes élégantes et rares. Avant sa découverte officielle, le Saola était un véritable mystère. Les rumeurs sur sa présence circulaient parmi les villageois, mais les scientifiques occidentaux n'avaient aucune preuve de son existence. Il restait donc un cryptide, un animal dont l'existence était plausible mais non confirmée. En 1992, une équipe de biologistes vietnamiens, en collaboration avec le WWF, fit une découverte incroyable dans une zone protégée récemment créée dans les montagnes Annamites. Les chercheurs découvrirent, dans une cabane de chasse, des cornes qui ne ressemblaient à rien de connu. Après examen, ils réalisèrent qu'ils avaient trouvé un animal totalement inconnu par la science moderne. La nouvelle espèce fut nommée Pseudorix, et ce que vous allez voir à l'écran parce que j'arrive pas à le prononcer. Plus communément appelé Saola. Et tu m'étonnes vu la difficulté de prononciation du nom scientifique. Mais en tout cas, avec ce mot, vous allez être le roi du pétrole au Scrabble. Alors prenez des notes. Moi j'ai 7 lettres. Ah, avec quel mot? Avec quel mot? Le mot? Oui, le mot de 7 lettres. Ah oui. Le vôtre. Moi je dis Hagra. Hagra. Hagla. En tout cas, sa découverte fut saluée comme l'une des plus importantes du siècle, car elle prouvait que des espèces de grande taille pouvaient encore rester inconnues dans des régions inexplorées. Mais si on ne croyait pas en cet animal, c'est qu'il y avait bien une raison. Le Saola est un animal extrêmement discret, vivant dans des forêts denses et reculées, et évitant les zones fréquentées par l'homme. Et il a bien raison. De plus, sa population est naturellement petite, ce qui le rend difficile à observer. L'animal a un long cou, une petite tête, et l'adulte mesure environ 1,50 m de long pour 90 cm au garrot, et pèse environ 100 kg. Et avant sa découverte, la région des Annamites avait été très peu explorée par des scientifiques qui, en raison de son terrain accidenté, n'osaient pas trop s'y rendre, mais c'est surtout aussi à cause des conflits politiques. La découverte du Saola a mis en lumière l'importance de la conservation des habitats naturels
pour préserver des espèces encore inconnues, et aujourd'hui le saola est un symbole des efforts de conservation en Asie du Sud-Est, bien que son avenir soit incertain en raison de la déforestation et de la chasse. Les saolas restent très difficiles à observer dans la nature et il en est l'un des animaux les plus menacés d'extinction au monde. Et je vais finir sur une courte anecdote. Le saola est souvent appelé la licorne d'Asie en raison de la rareté des observations et de ses cornes élégantes et parallèles. Jusqu'à aujourd'hui, très peu de saolas ont été capturés ou photographiés, ce qui renforce encore le mystère qui entoure cet animal. La première photo d'un saola vivant dans la nature ne fut prise qu'en 1999, et la première photo d'un saola vivant dans son milieu naturel n'a été prise qu'en 1999, plusieurs années après sa découverte officielle. Ces 5 cryptides, autrefois considérés comme des mythes ou des légendes, nous rappellent qu'il reste encore tant de choses à découvrir sur notre planète. Les océans profonds, les forêts denses et les montagnes reculées abritent peut-être encore des créatures que nous n'avons pas encore rencontrées. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? N'oubliez pas de liker et de partager pour plus d'histoires extraordinaires. Et souvenez-vous que la réalité dépasse souvent la fiction. Et comme je vous disais, n'oubliez pas le petit bouton rejoindre si vous avez les moyens de pouvoir m'aider.